qui est l'éducation nationale, et de pouvoir mettre en place des visites de ferme avec les scolaires. Dans la médiation, il y avait les expos dans les centres de culture scientifique et technique, mais il y avait aussi promouvoir le programme Mr Goodfish. C'est vrai qu'on rejoint un peu le premier défi environnement, hein, vous avez entendu tout à l'heure, la visite, montrer le savoir-faire, jouer la transparence, faire pression aussi sur les politiques pour que ça soit beaucoup plus simple et que le consommateur s'y retrouve. Et puis on revient aussi avec Mr Goodfish, on en a parlé tout à l'heure, de toute façon Mr Goodfish avec le projet Marina aura une place importante, je pense, en 2017, comme on l'a annoncé tout à l'heure, sur les fermes aquacoles, l'aquaculture, etc. Mais écoutez, est-ce qu'il y a justement des questions par rapport à ce groupe de travail sur le défi culturel? Non. Pas de questions. Pas de questions. Merci Anne Vernier. Je pense qu'on peut applaudir aussi le groupe qui a participé à cette partie. Alors maintenant, on va voir un autre défi. Et là, c'est pas piquer des verres parce que c'est économique. Le défi économique, oui, avec Claire Caral. Bonjour Claire Caral. Alors, bonjour. Je vais vous poser la même question, un peu comme j'ai posé aux autres. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu de la bagarre, surtout que là on parle dessous, donc là c'est terrible, hein, c'est le nerf de la guerre comme on dit toujours. Comment ça s'est passé? Très bien, non, c'est pas du tout battu, on était à peu près d'accord sur ce qu'on a proposé, donc voilà. Alors on va découvrir ensemble économique, c'est économique aussi bien du porte-monnaie du consommateur, aussi la personne qui va travailler sur les fermes aquacoles. Et on va voir aussi peut-être d'autres choses à travers votre document que vous allez nous parler, nous présenter. Allez-y, c'est à vous. Alors nous, c'est vrai qu'on a plutôt pris le point de vue économique que de point de vue de l'entreprise aquacole. Donc on a identifié un certain nombre de sujets à développer dans le terme de recherche et d'innovation. Donc d'abord, c'est le travail sur l'alimentation, donc l'amélioration et l'optimisation de l'alimentation, avec des aliments plus efficaces, pour être encore plus efficace que l'alimentation aquacole actuelle, qui est déjà efficace par rapport à d'autres productions. Alors, attendez, parce que là, j'ai besoin d'une précision. Qu'est-ce que vous appelez l'efficacité, justement, de l'alimentation aquacole? Par exemple, comme on a vu ce matin, la truite a besoin d'1,1 kg d'aliments pour produire 1 kg de truite. C'est exactement ça qu'on essaye d'améliorer sur d'autres espèces, puisque sur la truite, c'est déjà très, très performant, mais il y a d'autres espèces où c'est encore un peu plus compliqué, même si c'est toujours mieux que d'autres productions. Très bien, merci. Alors après, il y a un autre sujet qui recoupe ce qu'on a dit déjà précédemment, c'est la promotion d'une aquaculture circulaire ou d'une aquaculture multitrophique intégrée. Donc c'est l'intégration de plusieurs cultures, par exemple les algues, les coquillages et les poissons sur un même site aquacole. Bien, ça peut être aussi en termes d'aquaponie. Donc là, on regroupe des productions horticoles ou agricoles avec de l'aquaculture. Et on peut aussi intégrer dans cette aquaculture circulaire la valorisation des coproduits de la pêche. C'est-à-dire tous les produits, par exemple quand on filette un poisson, il y a 60% du poisson qui n'est pas utilisé directement pour l'alimentation humaine. Mais l'idée, c'est de pouvoir valoriser ces produits dans l'alimentation aquacole. Là, ça voudrait dire que c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous mettez dans la boucle justement les pêcheurs. Je ne sais pas si on a des pêcheurs ici dans la salle, parce que ça serait intéressant aussi d'avoir l'avis, parce qu'on parle d'économie, donc c'est intéressant d'avoir aussi l'avis des pêcheurs. Mais là, vous mettez, ce qui est très, très intéressant, c'est que vous mettez dans la boucle les marins-pêcheurs. Ça, c'est bien. Les transformateurs aussi, ce qui est important pour Boulogne. Voilà. Également, et là aussi, on met en valeur la transformation boulonnaise, puisqu'on peut apporter de la valeur ajoutée aux produits transformés pour les consommateurs. Au lieu de leur apporter un produit entier, un poisson entier, on va leur apporter par exemple du filet, voire des produits avec encore plus de valeur ajoutée, plus développés. Ça permet d'apporter plus de services aux consommateurs et une consommation de poissons plus facile, ce qui est toujours bon pour notre santé. Un autre volet totalement différent sur les démarches de recherche et d'innovation, c'est la pression administrative, qui est aujourd'hui très forte pour l'installation de nouveaux acteurs en aquaculture. Et il y a un gros travail à faire là-dessus sur la diminution de cette pression administrative. Et enfin, un dernier travail serait l'identification des attentes des consommateurs selon les marchés et l'adaptation des produits et des critères de qualité à ces marchés. Alors en France aussi, mais aussi dans d'autres pays à l'international. Alors comment ça se passe justement de se dire, bon tiens, j'y connais rien, hein. Tiens, je vais faire de la truite.
il y a quand même une enquête qui est faite avant de faire de la truite, d'inonder le marché avec la truite. Est-ce qu'il y a une enquête de consommation pour savoir ce que le consommateur attend du produit? Est-ce qu'il préfère de la truite ou des moules, ou est-ce qu'il préfère du turbo, du bar? Comment ça se passe? Il y a une enquête qui est faite avant? Il y a une étude de marché? Alors oui, il n'y a pas une enquête proprement parlée, mais par contre, il y a une étude de marché en fonction des habitudes de consommation de la cible. Alors, ça peut être les enfants, les adultes, les personnes plus âgées qui vont évidemment pas consommer les mêmes produits, aussi en fonction du pays, qui vont pas non plus avoir les mêmes habitudes de consommation. Donc oui, tout à fait, il y a ce genre d'études. Voilà, donc là, c'était... on va passer, je pense, aux engagements maintenant. Hein. Vous avez tous bien réfléchi, et là, on y va. Alors, on a eu plusieurs idées d'engagement. Déjà, de la part d'un certain nombre d'entre nous, c'était la possibilité de rédiger des recommandations aux décideurs politiques, notamment, concernant les enjeux du développement d'une aquaculture durable pour le territoire. Donc c'est aussi un enjeu de communication. Également, il y a un engagement de communication concernant les modes de production, afin de privilégier l'achat de produits locaux. Donc ça, c'est vraiment pour tous les consommateurs. Et ensuite, un dernier engagement, c'est le soutien financier de l'État concernant la diversification des espèces et l'accompagnement vers des modèles de production plus durables. Voilà. Quand on parle du durable, parce que bon, ici on est à Boulogne-sur-Mer, on a un port de pêche, vous êtes chargé de mission avec Imer, donc on va parler de Boulogne, mais est-ce que vous avez eu aussi un regard, justement, on va dire, on parle d'aquaculture durable, mais au niveau mondial? Parce qu'on est 7 milliards, demain on sera plus. Je pense qu'on va produire peut-être plus d'aquaculture demain. Est-ce que vous avez eu le temps d'avoir un regard justement sur le monde? Alors, dans notre groupe de travail, pas tant que ça, même si quand on parle de marché, on ne parle pas que de la France. Mais par contre, on en a quand même déjà un petit peu parlé ce matin. Il faut savoir que l'aquaculture en France, c'est quasiment rien par rapport au marché mondial et même par rapport à l'Europe. Donc voilà, oui. Oui, il faut toujours penser à plus grand que local, en tout cas quand on parle d'aquaculture. Même si on est quand même dans une région, une des premières régions aquacoles de France ici. Alors, c'était le défi économique. Peut-être que les autres ateliers auxquels vous avez participé, vous avez des questions. Je vois une main se lever. Je vais aller vers vous, Monsieur Lefebvre. J'arrive tout de suite. Même dans le noir, je vous reconnais, parce que vos lunettes brillent avec la lumière. C'est pour ça. Merci. Non, peut-être qu'il y a tout un secteur de l'activité économique aquicole qui est un peu caché, qui n'a pas forcément pignon sur rue, pardon. C'est celui du développement aquacole lié à l'exploitation de la ressource génétique. Très utile et qui rapporte beaucoup d'argent sur les produits cosmétiques, diététiques, pharmaceutiques, en plein développement et qui utilisent grandement la ressource génétique marine. Et donc celle-là, il faut ne pas la perdre de vue. Il ne faut pas la perdre de vue dans tout ce que peut représenter le secteur économique aquacole. Et donc celui-là, il est un peu discret. En général, on ne partage pas trop la connaissance sur ce type de ressources génétiques. Et il faut savoir qu'au niveau international, il va y avoir des accords internationaux sur l'utilisation de la ressource génétique en haute mer, qui est quand même 50% de la planète. Et donc aussi une course entre les pays pour exploiter au travers des pratiques aquacoles, hein, parce que là, je veux dire, on ne va pas sans arrêt puiser dans la mer pour aller chercher les ressources génétiques. Une fois qu'on a la ressource génétique, on la développe avec des bassins spécifiques aquacoles de développement des ressources qui sont utilisées pour la génétique. Voilà, donc ça, je voulais simplement le signaler parce que ça me paraît important de ne pas se focaliser uniquement sur la question des espèces animales ou végétales marines. Merci de ces précisions, Monsieur Lefebvre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter ou poser une question justement sur cette partie économique. Non, bah écoutez, je pense qu'on peut applaudir le groupe qui a été représenté par Claire. Voilà, bravo. Alors, Mademoiselle Cathy Massé, voilà, maintenant on va voir un défi. Le défi social avec Clémence. Oui, bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Alors vous, il paraît que vous avez eu des difficultés. Vous m'avez dit ça tout à l'heure, ça a été terrible pour vous. Non, je plaisante. Non, ça va. Plaisante. Non, ça s'est bien passé? Oui, très bien. C'est juste que j'étais un peu mauvais élève. J'ai un peu migré vers le défi économique sur la fin. Donc on ne voudra pas si... Ah oui, mais c'est pas grave ça. Parfait. J'étais pas la seule. Voilà. Voilà. Donc on va parler du défi social. C'est à vous. Dans un premier temps, il nous a paru important d'identifier les différentes parties prenantes qui peuvent avoir un rôle dans ce défi social et les compétences qu'elles peuvent avoir en termes d'innovation et de recherche. Donc on a identifié dans un premier temps les producteurs.
qui peuvent innover et développer leurs connaissances et leurs pratiques à travers leurs diplômes, et aussi les formations qui sont nécessaires pour qu'ils puissent s'implanter. Par contre, il nous a paru important que cette formation puisse se développer vers une formation continue et évolutive, vu qu'on est dans des nouveaux métiers avec des nouvelles espèces qui sont élevées au fur et à mesure et des apports de la recherche scientifique qui permettent d'avoir des meilleures pratiques. Donc il faudrait que cette formation puisse évoluer avec les nouvelles informations qui sont à disposition. Et aussi une volonté de reconnaître le savoir de terrain et la connaissance des professionnels qu'ils ont de manière innée en pratiquant leur activité. Donc pouvoir reconnaître cette connaissance de terrain. Aussi les groupements de producteurs qui peuvent avoir leur importance en termes d'innovation, en termes d'impulsion de mise en marché, de nivellement de prix ou ces choses-là, l'interprofession et l'État. Dans un second temps, on a vu qu'il était important de faire des retours d'expérience, repérer donc les évolutions qu'il y a, les bonnes pratiques qui sont maintenant mises en place et donc les promouvoir pour favoriser leur diffusion à travers le territoire. Après, d'un point de vue sociétal, on a vu comme défi important, c'était d'appliquer les conventions de travail pour assurer des conditions de travail respectueuses et qualitatives pour les salariés. Et je pense aussi pour les chefs d'entreprise, et là je me permets de rajouter par rapport à ce qui est tout l'administratif, l'accumulation de l'administration, je pense que ça pèse aussi sur les chefs d'entreprise et on pourrait peut-être travailler là-dessus. Après, il y a un gros enjeu social qui est revenu dans d'autres thématiques, des défis, qui était la traçabilité. Et on a vu que la traçabilité n'était pas forcément la même entre les acteurs. Donc business to business, on a plus une traçabilité du genre ISO 14001, 9001 et autres certifications que je connais peu. Et après, il y a aussi la traçabilité nécessaire pour le consommateur. Donc aujourd'hui, on a le commerce équitable, on a le label bio, on a le label rouge. Aujourd'hui, on voudrait savoir jusqu'où il faut tracer ces produits pour que le consommateur puisse se repérer et qu'il y ait une transparence entre le produit, les techniques d'élevage, les pratiques. Et donc peut-être un besoin de recherche en sciences sociales afin donc vraiment d'évaluer ces besoins d'information, de traçabilité et jusqu'à où on va. Donc aussi on a vu le besoin de renforcer le lien, et peut-être un peu plus loin, le lien donc, entre la recherche et les professionnels. Dans ce sens-là, on appuie donc les volontés de recherche appliquée comme il y a à travers la plateforme Nouvelle Vague ou aussi certains projets du pôle Aquimer, donc qui permettent donc de transférer ces nouveaux savoirs issus de la recherche aux professionnels. Et donc plus largement, je pense qu'il y a un dialogue à ouvrir entre les différents acteurs et parties prenantes que j'ai pu mentionner. On a tous des choses à s'apprendre et c'est en ouvrant le dialogue et en le gardant ouvert qu'on va pouvoir continuer à évoluer dans le bon sens et en améliorant les pratiques au fur et à mesure. Voilà. Sinon, on a aussi pensé à la possibilité de nouvelles formes d'organisation des fermes aquacoles. On pourrait par exemple penser à une gestion collective comme c'est possible pour les jardins collectifs. Alors là, du coup, mon savoir professionnel monte en avant, savoir au niveau législatif, ça va être compliqué d'avoir des concessions sur le domaine public maritime de façon collective, mais au moins chacun pourra apporter son expérience et faire évoluer avec différentes, faire évoluer les fermes aquacoles vers un nouveau jour, et aussi créer des nouveaux formes de fonctionnement de ces fermes aquacoles. Par exemple, on pourrait mettre des fermes aquacoles au niveau des parcs éoliens. Pour donc complémentarité et essayer de superposer les usages sans priver les espaces des uns des autres, ou encore il y avait les fermes éoliennes et j'ai oublié l'autre, mais c'est pas grave. Donc pour rejoindre Monsieur Lefebvre, on avait aussi identifié pour le défi social donc le bénéfice des produits aquacoles pour la santé à travers les innovations pharmaceutiques, cosmétiques c'est un peu moins un bénéfice pour toute la population, mais c'est déjà ça, et aussi pour la nutrition. Voilà. Sinon, donc il y a aussi un besoin et une innovation du rôle du citoyen. Son implication par le biais de son pouvoir d'achat permettra notamment de faire évoluer les pratiques, les techniques d'élevage et les produits mis sur le marché. Et donc on peut citer Mr Goodfish dans ce sens-là. Donc oui, j'y vais. Donc en termes d'engagement, on a différencié en fonction des parties prenantes. Donc le professionnel, en tant que chef d'entreprise, son engagement, c'est donc de respecter les conventions de travail afin d'assurer des bonnes conditions de travail à ses salariés.
L'État pourrait aussi jouer un rôle en interdisant l'import de marchandises aquacoles depuis des pays où il est clairement établi que les droits de l'homme ne sont pas respectés en termes de conditions de travail. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que c'est parce que les dirigeants n'impliquent pas les droits de l'homme il y a la population qui ne pourrait pas avoir le droit justement à ces produits aquacoles. Ah non, du tout. C'est en fait, c'est pour aller dans la durabilité. Ce serait de ne pas apporter de l'alimentation pour l'aquaculture qui viendrait de pays où les employés de ces fermes aquacoles travaillent. C'est dans l'autre sens alors. Voilà, c'est dans l'autre sens parce que ce matin il y avait l'exemple de l'Inde où il y avait eu des esclaves malais. Je suis désolée, je maîtrise pas du tout le sujet. C'est pas ça ? Voilà, bon. Sur la pêche à la crevette en Thaïlande, c'est ça ? Non, mais on peut prendre la pêche à la crevette en France qui est importée au Maroc. Et donc, c'est en termes c'est très simple. Ouais. Enfin, voilà. C'était une des propositions qui a été faite. Et aussi donc d'ouvrir le dialogue avec les professionnels pour adapter la réglementation à la réalité de terrain. Et là, on pensait notamment aux conventions de travail, vu qu'on est dans le social. Aujourd'hui, la réalité de terrain fait que des fois, on doit travailler toute la semaine d'affilée et les heures sont pas 8h, 16h tous les jours. Et donc, pouvoir l'adapter aux besoins du terrain. Les groupements des producteurs pourraient organiser le marché afin d'assurer des prix minimums aux producteurs et donc des revenus viables. Et aussi une communication sur les pratiques de l'élevage pour améliorer l'image de l'activité. Et ça, je pense que c'est général à l'ensemble des défis. Est-ce que vous pensez justement dans les engagements, quand vous parlez des producteurs qui s'unissent, qui se regroupent, qu'on pourrait avoir un jour imaginé vraiment, je sais pas, un produit unique, une grosse entreprise dans le monde, on aura un regroupement de plusieurs producteurs qui pourraient justement négocier les prix, que ça leur reviendrait moins cher, etc. Est-ce que c'est possible ça ? Je pense qu'on ne peut pas faire un prix unique pour un produit parce qu'un produit, on peut lui apporter différentes qualités. On peut choisir de faire du qualitatif ou du quantitatif. Les prix ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il ne faut pas uniformiser un prix pour toute une société. Mais après, je pense que sur un marché local, c'est peut-être nécessaire de construire un marché commun pour qu'on reste dans des prix viables pour les producteurs et qu'ils puissent assurer leur vente. Eh bien, c'est à vous maintenant, si vous avez des questions à poser justement sur le défi social ou un commentaire, si vous n'avez pas participé dans ce groupe de travail. Je pense que tous les groupes ont bien avancé déjà, c'est vraiment formidable. Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, Clémence Gariglietti-Braccetto, c'est comme ça ? Oui, Gariglietti-Braccetto. Ouais. Tu parles mieux Bravo, que moi parce que je n'ai pas osé applaudir. le dire. J'avais peur de mal prononcer. Alors, je pense qu'il en reste un. Oui. Et là, c'est les politiques et juridiques. Voilà. Et là, on va appeler justement le rapporteur qui est Benoît Vidal-Giraud. Bon, voilà. Donc là, c'est un sujet délicat, politique et juridique. C'est pas évident. Voilà. Donc, vous étiez au nombre de combien dans votre groupe ? 3, 4, 5, 3, 2, 4. Ouais, parce que j'ai compris qu'il y avait quand même des gens qui changeaient de table, ça tournait, on Ouais. était un peu curieux de savoir un peu ce que faisaient les autres. Donc vous étiez plusieurs. Ça s'est bien passé pour vous ? Très bien. Ça a été ? Très bien. Eh bien, on vous écoute. Allez-y. Voilà, donc je parle au nom de mes camarades qui sont là, j'espère. Alors, de politique et juridique, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus vaste. Et en plus, on parle au nom de gens qu'on ne maîtrise pas tellement, même si on les élit. Donc voilà, on a proposé quelques idées de recherche et d'innovation autour de ce qui nous a semblé le plus important, c'est les conflits d'usage, les questions de conflits d'usage. On a repris une idée qui a été émise ce matin autour d'une gestion collective de l'espace. Alors Clémence vient de souligner que juridiquement parlant, c'est sans doute pas très facile, mais quand même, on s'est souvenu qu'au Moyen-Âge, il y avait des outils collectifs, les fours banaux, les moulins banaux, qui étaient financés par la collectivité, gérés collectivement. Et on s'est dit peut-être qu'une façon de régler les conflits d'usage, c'est de mettre autour d'une même table tous les gens qui se servent de l'espace. Alors, une autre façon de les mettre autour d'une même table, c'est de créer des concessions multi-usages, c'est-à-dire au lieu de réserver l'espace à une activité aquacole, par exemple, c'est de dire sur cet espace, on va faire de l'aquaculture, de l'éolien,
du pétrolier. Enfin bon, pourquoi pas essayer de dire, plutôt que de trancher les conflits en disant toi c'est bon et toi c'est pas bon, et ben on dit c'est bon pour tout le monde. Voilà. Alors évidemment c'est un peu théorique, mais ça pourrait être une façon d'obliger les gens à gouverner ensemble. Après il y a eu une idée qui est assez intéressante parce que ça peut être une source d'économie, de coûts, de temps, et aussi une source de compréhension mutuelle. Quand une activité s'implante dans l'espace maritime, elle est souvent soumise à des procédures. ICPE, ça veut dire installation classée pour la protection de l'environnement, donc on doit déposer un dossier pour demander l'autorisation. Et en fait, on s'est dit, si plusieurs activités s'installent dans un même espace, après tout, elles pourraient faire une étude d'impact commune, en disant, on ne va pas regarder ce que chacun d'entre nous fait dans son coin, on va voir ce que serait notre impact à nous tous. Et quand on commence à devoir travailler ensemble sur l'impact, on se comprend déjà un peu mieux et chacun fait un peu plus de place à l'autre. En plus, on gagne du temps et on réduit les coûts. Après, on était toujours sur ces dossiers d'installation classée pour la protection de l'environnement qui passent notamment par des enquêtes publiques. Ça fait partie des procédures qui garantissent que le domaine public est concédé après toutes sortes de précautions. Et dans les précautions, les dossiers sont soumis à enquête publique, c'est-à-dire que pendant un mois, n'importe qui peut aller consulter le dossier et donner son avis. Et en fait, souvent, ces enquêtes publiques sont peu connues, peu fréquentées, il y a assez peu de gens qui vont donner son avis. Et on s'est dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une obligation d'aller donner son avis en tirant au sort un certain nombre de gens, en disant voilà, de la même façon qu'on tire au sort des jurés pour un jury d'assises, quand une enquête publique a lieu sur une commune ou un canton ou un département, voilà, on tire au sort 10, 50, 100 personnes, et au moins celles-là sont obligées de répondre. Voilà, comme ça, elles sont concernées, elles donnent leur avis. Bon, voilà, ce sont des idées de comportement responsable ou innovant. Sur la traçabilité, qui était aussi une question introduite sous l'angle du juridique, finalement, la traçabilité, il faudrait qu'elle soit obligatoire. La réponse qui a été donnée ce matin, notamment par Philippe Drouin, qui est parti, c'est que cette traçabilité sur le plan réglementaire, elle est déjà là. Elle est déjà là à 95%. Le problème, il est pas tellement dans une pression supplémentaire à exercer sur l'industrie pour que les éléments de la traçabilité soient fournis. Le problème, il est plus dans la lecture de ces éléments de traçabilité par le consommateur final. Et la difficulté, c'est que les étiquettes étant grosses comme ça, c'est pas toujours très facile de mettre tous les éléments dessus. Alors on a repris une vieille idée qui existe, qui consiste à mettre sur les produits un flashcode ou une possibilité d'utiliser le code barre pour accéder à toutes sortes d'informations de traçabilité en disant ce poisson, non seulement il a été pêché à tel endroit et de telle façon, mais voilà le nom du bateau, voilà la date, voilà, etc. On pourrait imaginer ça. Et pareil pour un produit d'aquaculture. Voilà, quelques idées d'innovation qui en fait sont... est-ce que c'est politique, est-ce que c'est juridique? En tout cas, ça nous est arrivé sur la table des défis politiques et juridiques parce que ça relève d'arbitrage, comme les conflits d'usage, ou de réglementation. Et alors après, en engagement, on a été un petit peu sec parce qu'on ne se voyait pas très bien prendre des engagements au nom des élus, ni au nom des magistrats ou des parlementaires. Donc on s'est dit, bon, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, nous, citoyens, qui va dans le sens de cette traçabilité, c'est de prendre le temps de chercher à comprendre l'information qui est mise à notre disposition. Ça revient à ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en fait l'information elle est là, mais soit on ne prend pas le temps de l'approfondir, soit on ne la comprend pas véritablement. Et c'est pas nécessairement incompréhensible, mais ça demande un petit effort. Et donc on se disait un engagement, ça pourrait être d'apprendre à lire les étiquettes et d'apprendre à prendre le temps de faire ses courses. Ce qu'on rappelait quand même, c'est que une très grande partie des gens font leurs courses une fois par semaine. Ces courses, ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Dans ces 3 quarts d'heure, le rayon poisson, c'est 3 minutes, 5. Voilà. En plus, s'il y en a un. Quoi, il y en a un. Bon. Et dans ces 3-5 minutes, voilà, on ne prend pas le temps ni de lire les étiquettes, ni de se poser 3 questions. Donc c'est peut-être un comportement qu'il faut commencer à essayer d'avoir. Et ça rejoint des engagements ou des propositions qui ont été faites par d'autres défis. C'est que apprendre à lire les étiquettes, ça peut s'apprendre à l'école. Apprendre à prendre le temps de faire ses courses et à se poser des questions, c'est aussi des choses qui peuvent s'apprendre à l'école. En famille, mais voilà.
Voilà ce qu'on a proposé. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, tiens, on parle des étiquettes, hein, parce que les étiquettes, c'est intéressant, parce que vous soulevez le problème. C'est vrai que quand on se retrouve devant une étiquette, on ne comprend pas grand-chose. Hein, bon, moi, je ne suis pas dans le domaine de la mer, je ne suis pas à côté de la mer, je ne comprends rien du tout. Est-ce qu'on pourrait les rendre un peu plus attractifs? C'est-à-dire que, pourquoi pas, les rendre avec un petit bateau, voilà. Parce que le flash code, c'est bien, hein, je vois, vous avez mis des moyens qui sont forts. Mais bon, si on veut, peut-être... C'est une solution aussi, hein, pourquoi pas. C'est d'avoir une étiquette qui parle aussi bien aux plus grands et aux enfants. Oui, mais c'est une discussion qu'on a eue ce matin et c'est très intéressant parce que c'est la quadrature du cercle. Une information aussi simple que celle que vous proposez, ça devient rapidement une information simplificatrice. C'est-à-dire que de la simplification, on passe à quelque chose qui devient simpliste. Et là on déraille. C'est-à-dire que... ce sont des notions, des explications qui demandent à être précises, quelquefois détaillées. Et quand on essaye de rendre ça compréhensible en 3 secondes, eh ben, on peut sortir vraiment du message. C'est pour ça que cette idée de flashcode ou de code barre, c'est de dire bah, si ça vous intéresse, voilà, il y a tout ça. Mais il faut tout lire, il faut poser des questions. Si c'est juste vous dire à travers un petit logo, ça c'est bon, ça c'est pas bon, on est dans quelque chose de très manichéen qui va de toute façon être faux quelque part. C'est pas de dire c'est bon ou c'est pas bon, c'est d'avoir quelque chose qui soit d'une lecture beaucoup plus simplifiée et beaucoup plus attractive. Mais oui, mais ça revient au même. Bon. Pas de chance, j'ai pas de chance. Non, mais c'est très compliqué parce que le citoyen, le consommateur a droit à de l'information. Bien sûr. Bon, c'est incontestable. Le problème, c'est que l'information, c'est pas forcément 3 phrases. C'est quelquefois des vies entières. Alors comment on règle ça? Je ne sais pas, mais c'est très compliqué. Et les initiatives de logos, de labels en disant, voilà, bon, Mr Goodfish par exemple, ça aide énormément. Mais ça ne dit pas tout, ça ne peut pas tout dire. Rendre les choses plus attractives. Sauf si je reprends l'exemple de Mr Goodfish, comme vous l'avez cité, c'est que avant tout, on s'est informé de ce que c'était Mr Goodfish. Donc, je sais qu'ensuite, lorsque je découvre avec l'étiquette, justement, sur un poisson, sur un étal de poisson, que là, je peux manger responsable, je ne prends pas de risque. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire c'est pas bon ou c'est bon, c'est là, je sais ce que je fais. Je prends un engagement. Donc, je reviens à mon étiquette. Peut-être qu'il y aurait une façon... Parce que lire... Oui. Pour moi, lire les étiquettes, j'y crois pas trop. Franchement, je vais acheter du poisson. Bon, je sais, je suis dans le domaine du poisson, donc je sais lequel qu'il faut choisir, etc. Mais je pense pas que quand on regarde, hein, vous mettez à Auchan, vous mettez au poissonnier, etc. Vous attendez, vous regardez les gens. Déjà, il faut regarder comment les gens vivent, comment ils font. C'est vrai que prendre le temps de ses courses, de faire ses courses, ça serait superbe, mais on est pris dans une société de consommation et je pense qu'on doit aller très très vite, très très vite. Et je pense qu'il y a une information avant d'acheter le produit. Est-ce que ça serait possible d'être mis en place? Mais vous ne m'aurez pas, je suis désolé. Parce que, non, bien sûr, on peut donner une information sur un sujet. Mais ce qu'on a vu ce matin, c'est que l'information qui est demandée, elle porte sur plusieurs sujets. Moi, j'achète un produit, Aquacol, je veux savoir s'il est bon pour ma santé. Première information. Deuxième information, je veux savoir s'il est bon au goût. Deuxième information, ce n'est pas la même chose. Je veux aussi savoir si c'est un produit durable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir. C'est encore une troisième information. Éventuellement, je veux savoir combien il coûte, sa durée de vie, parce que ce n'est pas non plus n'importe quoi, etc., etc. Je veux savoir d'où il vient, donc sa traçabilité.